Bonjour à tous. Effectivement, je dois vous parler d'une thématique qui est, à mon avis, au cœur de vos préoccupations. C'est celle de la confiance. De la confiance dans la société et de la confiance aussi dans les territoires. Les enjeux qui sont les vôtres, on en a entrevu quelques-uns, vont nécessiter beaucoup de confiance pour essayer de lever les obstacles d'une région de la Bretagne en transition et en particulier de son agriculture. Donc ce qu'on m'a demandé un petit peu de faire aujourd'hui rapidement avec vous, c'est de passer un petit peu en revue de tous ces enjeux autour de confiance, territoire et Bretagne finalement. Et j'y ajouterai évidemment au cœur de la Bretagne son agriculture. Alors, pourquoi? Vous savez, beaucoup d'élus, beaucoup de décideurs, beaucoup de chefs d'entreprise parlent de la confiance. On se dit, ah là, il va nous falloir de la confiance, on réclame de la confiance, on essaye parfois de la décréter. Sauf que quand on regarde un petit peu les travaux sur la confiance, travaux de sociologie en particulier, on s'aperçoit très vite que c'est un mécanisme effectivement essentiel entre les individus, entre les collectifs, mais que ça ne se décrète pas, que c'est un processus très long, mais hyper important parce qu'elle va permettre de réduire les coûts d'interaction entre les groupes et les individus. C'est-à-dire que la confiance, elle permet de faciliter les transactions, faciliter les échanges, faciliter les interrelations et les compromis nécessaires à passer ces obstacles, à réussir ces transitions. Donc, elle réduit la complexité sociale. Et dans le monde dans lequel on vit, c'est évidemment tout à fait crucial. Alors, sauf que la France n'est pas un bon exemple de confiance. Pas du tout. Si vous regardez le 10e baromètre, il y en a eu un 11e depuis, de la confiance politique au Cevipof à Sciences Po Paris, on se rend compte que la défiance politique est généralisée en France et qu'elle est bien plus élevée que chez nos principaux voisins. En pleine crise pandémie, les Anglais, les Italiens, les Allemands faisaient confiance à leur gouvernement pour naviguer et trouver des solutions à cette crise pandémique. En France, pourtant on ne s'est pas plus mal débrouillé que les autres, mais jamais les Français n'ont accordé majoritairement leur confiance au gouvernement. Ce n'est pas propre à ce gouvernement, c'est de manière générale, depuis plusieurs années, la confiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis des médias, on vient d'en parler, vis-à-vis des grands corps intermédiaires, est bien plus faible que dans le reste de l'Europe. Alors, la seule figure qui échappe à ça, ce sont les maires. Donc, la valeur de proximité reste un élément qui est plutôt conforté par les Français. On fait encore confiance à son maire, mais à part cet échelon de proximité, on est très défiant. Et on est aussi assez défiant vis-à-vis des autres, c'est-à-dire qu'au-delà de la confiance politique, la confiance interpersonnelle a beaucoup baissé en France ces dernières années. Alors, pourquoi? Alors, il y a un certain nombre d'explications. La première, c'est sans doute que les grandes évolutions depuis 30-40 ans ont frappé plus fort la France et donc nos schémas mentaux dans la mesure où on a eu une construction d'un État-providence territorial. Les fameuses 30 glorieuses ont consolidé un État-providence qui s'occupait de tout. Nous sommes des drogués à l'État. Nous sommes des drogués à l'État en France. On a toujours besoin de l'État. Et les agriculteurs ont été drogués à l'État aussi, pour un certain nombre d'enjeux. Mais c'est vrai de toutes les professions. C'est vrai de toutes les filières. L'État étant la colonne vertébrale, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se retourne vers l'État. Sauf que lorsqu'il n'a pas pu, c'était tout à l'heure, mais pu répondre à tous les enjeux, on s'est dit, mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? D'où la perte de confiance. D'où aussi les inquiétudes vis-à-vis d'une nouvelle géographie économique qui se recompose.
la métropolisation, le conflit entre l'urbain et le rural. Hein. Alors, on verra, c'est moins fort sans doute en Bretagne qu'ailleurs, mais la fameuse diagonale du vide, avec sa désindustrialisation qui traverse la France de l'île jusqu'au Massif central. Ce n'est pas du tout la géographie économique qu'ont connue nos parents et nos arrière-grands-parents. Et puis enfin, la remontée des inégalités socio-économiques, très forte, très bien illustrée par tant de travaux depuis une dizaine d'années, hein, qui posent la question finalement de l'ascenseur social. On se dit que nos enfants et nos petits-enfants vivront sans doute moins bien que nous-mêmes. Donc ça, c'est un changement majeur qui fait craindre dans l'avenir. D'où des formes de défiance qui nourrissent politiquement aussi des formes d'abstentionnisme, hein, des formes aussi de populisme, de dire on va renverser la table, hein, qu'ont fait les Gilets jaunes, par exemple. Donc les raisons de la défiance, elles sont profondes, ce n'est pas conjoncturel. On est sur un véritable schisme économique et social qui a particulièrement touché la France, pas simplement la France. Hein. Regardez le Brexit, hein, regardez la prise du Capitole il y a quelques mois aux États-Unis. Hein. Encore une fois, attention, on n'est pas les seuls et on n'est pas dans la situation la pire. Mais sauf que dans cette défiance hexagonale, un rocher résiste. Il y a une exception bretonne. Il y a une exception bretonne. Très, très forte. Lorsqu'on regarde justement les études sur la confiance, la région où on a le plus confiance dans les institutions, où on a le plus confiance les uns envers les autres, donc confiance interpersonnelle, c'est en Bretagne. Où est-ce qu'on est le plus heureux de vivre en région? C'est en Bretagne. Dernièrement, un institut suédois mesurait un indice de qualité de gouvernance. Et quelle était la région qui arrivait en tête? La Bretagne. Donc il y a des indices extrêmement positifs, hein, que cette société régionale reste cohésive et que les éléments d'effritement politique, voire interpersonnels, qui sont assez forts dans l'ensemble de la France, ne sont pas présents en Bretagne. Pourquoi cela? Là aussi, il y a des éléments. Voilà, c'est pas un miracle. Hein. C'est lié à la construction de cette société régionale. Une morphologie urbaine relativement équilibrée. Hein. Un associationnisme et une cohésion culturelle depuis de longues années. Et puis, sans doute aussi, une histoire forte entre les individus, les collectifs, et ce qui fait la richesse de cette région. Une mobilisation tout à fait exceptionnelle pendant 50 ou 60 ans. Évidemment, les paysans bretons y ont contribué de manière forte, hein, vos parents, vos arrière-grands-parents, c'est-à-dire le rattrapage économique extraordinaire de la région Bretagne en l'espace de 60 ou 70 ans. Je vous rappelle quand même qu'en 1946, la Bretagne était la région la plus pauvre de France après la Corse. Donc vous imaginez le rattrapage économique en 40 ou 50 ans, où aujourd'hui, elle a un PIB par habitant qui, voilà, au-dessus de la moyenne nationale. Donc, et ça s'est fait comment? Par un consensus, un compromis qui a nécessité de la confiance entre syndicats paysans, entre monde de l'industrie, monde politique, monde culturel, pour faire des choix dans le développement. Et le choix, vous le connaissez, ça a été deux choix, et ils restent à peu près les mêmes. Industrialisation, pas simplement des secteurs industriels classiques, de l'agriculture, c'est la naissance du modèle agroalimentaire, hein, c'est l'industrialisation de l'agriculture. C'est le premier choix, très fort, et le deuxième choix, c'est le désenclavement. L'un allant avec l'autre, et un homme faisant le lien entre les deux, c'est Alexis Gourennec.
Et donc une capacité d'action collective très forte, hein, avec du lobbying politique, sous la 4e, sous la 5e République, encore aujourd'hui. Pensez à Jean-Yves Le Drian, par exemple. Pensez aussi aux mouvements sociaux, très forts, les bonnets rouges. Mais c'est la bataille du rail du début des années 60, hein, où les paysans bretons, notamment dans le Nord Finistère, bloquaient les trains, hein, pour imposer à l'État qu'il fasse des investissements dans ce Nord Finistère, en particulier pour accéder au marché anglais, hein, et notamment des productions légumières. Donc, progressivement, s'est construit un rapport tout à fait singulier de la Bretagne à l'État et de la Bretagne à l'Europe. Hein. De ces mobilisations est née une chose, c'est que la Bretagne a été la fille préférée de l'aménagement du territoire en France, et qu'elle a été sans doute une des filles préférées aussi de la politique agricole commune de l'Union européenne à partir du milieu des années 60. Mais ce n'est pas tombé du ciel, c'est le fruit de mobilisation de plusieurs générations. Alors, me semble-t-il, hein, il faut évidemment construire les stratégies de demain à partir de cette valeur ajoutée, c'est-à-dire un modèle d'action collective et une confiance tout à fait singulière, tout à fait inédite dans l'ensemble hexagonal. Pourtant, les défis sont nombreux. Et la première difficulté, j'ai envie de vous le dire, c'est le modèle français. Le modèle des politiques publiques à la française, que vous connaissez bien, dont vous êtes des spécialistes, mais qui n'est sans doute pas le plus performant. Pourquoi? Parce que la décentralisation y est inachevée. Donc on a une armée mexicaine d'élus locaux qui font preuve évidemment de beaucoup de bonne volonté, mais qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui ont tous un tout petit peu de pouvoir, mais ils sont très nombreux. Alors, c'est des coûts de transaction, on en parlait au début, qui sont énormes pour construire des stratégies collectives. C'était plus facile dans la Bretagne des années 50 que dans la Bretagne de 2022, hein, je vous l'assure. C'était plus facile à René Pleven, hein, d'interpeller Georges Pompidou qu'à l'élu local du fin fond de la Bretagne d'interpeller Emmanuel Macron. Enfin, sauf à Spézette cet après-midi. Hein. Et puis, de l'autre côté, on a un gouvernement qui ne s'est pas fait véritablement à la décentralisation, qui continue à gouverner de manière très verticale, hein, par la fiscalité, par des agences, hein, qui s'occupent de beaucoup de choses, des appels à projets, hein, et une fragmentation très forte des secteurs, hein, agriculture, alimentation, santé, sociale, etc., avec ces administrations. Donc on a un chaînage interinstitutionnel qui rend le pilotage des transitions à venir, qui sont nombreuses, extrêmement complexes. Extrêmement complexes. Donc les 4 enjeux, à mon avis, majeurs pour surmonter ces transitions, en tenant compte d'un design institutionnel d'une grande complexité, c'est ces 4 enjeux. Tout d'abord, anticiper. Hein, comme vos parents ou vos arrière-grands-parents en Bretagne qui ont su anticiper l'industrialisation, qui ont su penser le désenclavement pour assumer la modernisation de la Bretagne, il faut anticiper sur ce que vous voulez pour l'agriculture bretonne de demain. Et donc, à vous de... On ne va pas penser à votre place. On l'a dit, on n'est pas expert de l'agriculture. Laissez personne d'être expert de l'agriculture. C'est à vous de penser cet avenir. Et le CELIB, par exemple, a su le faire. Alors, pas seul non plus, mais en discussion constructive avec l'ensemble des forces vives régionales. C'est, j'ai l'impression, ce que vous essayez de faire à Agriculteurs de Bretagne. L'enjeu démocratique, vous n'allez pas le faire contre la société. Vous n'allez pas le faire contre une opinion publique rétive. Donc il va falloir la séduire, il va falloir l'apprivoiser. L'enjeu d'autonomie, être en capacité de faire et
d'être en capacité de faire plus fortement sur le territoire de Bretagne, à mon avis. Hein. Là aussi, les agriculteurs bretons ont été extrêmement pionniers, par exemple, dans la présence des agriculteurs à Bruxelles. Hein, Braise Europe, vous connaissez ça, c'est le premier lobby agricole régional à Bruxelles, 1985 ou 86. Donc, la génération précédente a su, là aussi, vous voyez, être expérimentale dans ses modes d'action. Bon. Et puis, il va y avoir un enjeu aussi, c'est l'optimisation. Hein, le quoi qu'il en coûte, l'endettement public, à un moment donné, quand même, ça va se payer. Mais c'est vrai dans tous les secteurs. Donc il y a une densité d'organisation en France qui est parfois quand même assez impressionnante. Donc là aussi, je pense qu'il y a des vraies réflexions à avoir sur la mutualisation et sur la coopération entre toutes les organisations et aussi dans le monde agricole pour être plus performants. Et donc, tout cela nous mène à cette dernière idée que finalement, pour faire face aux transitions de cette région, qui est donc la transition d'une agriculture, parce que la Bretagne, c'est sur pas mal de productions la première région agricole française et la première région agricole européenne. Il va falloir sans doute construire une nouvelle forme de capacité politique. J'ai essayé d'esquisser rapidement la capacité politique qu'avait su construire à travers le CELIB et d'autres organisations, le monde paysan breton ces 60 dernières années. Il va falloir le faire pour les 60 prochaines, sans nul doute, dans un univers qui est différent. Vous avez des opposants, parfois radicaux, mais d'autres qui sont aussi des opposants avec qui vous pouvez discuter et échanger et construire un compromis sociétal qui aille au-delà d'un mandat de 6 ans. Qui soit sur les 20, 30, 40 prochaines années. Et pour ça, il va falloir s'armer. Alors, c'est difficile de le dire parfois dans l'actualité, mais s'armer intellectuellement, s'armer en termes d'expertise, en termes de capacité à faire différemment par rapport à d'autres territoires, pour être, je pense, en capacité de valoriser ce qui fait la force de la Bretagne, ce qui a fait la force de la Bretagne, ce que j'espère fera la force de la Bretagne, c'est sa cohésion. La confiance, c'est à la fois l'outil pour bâtir la cohésion et c'est en même temps le moyen de l'entretenir. C'est sans doute là la clé, cohésion et confiance. Si la Bretagne avance fragmentée, elle risque de se déliter. Et les enjeux, vous les connaissez, c'est la transition démographique. On n'en parle pas souvent, pas assez, mais c'est le vieillissement de nos populations, le vieillissement aussi du monde agricole breton. C'est la transition, là vous êtes au cœur, donc pas la peine d'en rajouter, de la transition économique, agricole, écologique, dans un dialogue qui doit être mené avec des forces qui parfois sont aujourd'hui assez radicale, et puis la transition numérique. La transition numérique qui, là aussi, déterritorialise toute une série d'enjeux qui sont pourtant extrêmement territorialisés si on pense à l'agriculture. Donc voilà, la confiance devrait vous permettre d'élaborer le modèle d'action collective des paysans bretons du XXIe siècle. Finalement, c'est ça. Donc le défi et l'héritage, il est crucial, mais encore une fois, le message que je trouve extrêmement positif et que vous lègue la génération précédente, c'est qu'en Bretagne, on est heureux d'y vivre. En Bretagne, on est fier d'être breton. Et donc, c'est, on va dire, le terreau qui va permettre de construire un avenir ensemble. Je vous remercie. Merci Romain Pasquier. Alors j'imagine que vous avez eu le temps de
penser à quelques questions. Quoi qu'il en soit, on dit ça va dans le bon sens, mais on sent, quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui à Saint-Brieuc. À la limite, Daniel monte à mes côtés. Donc. On est à Saint-Brieuc, je vais mettre juste à côté de vous. On est à Saint-Brieuc, on est entre l'Est et l'Ouest de la région, vraiment. On sent, quoi qu'il en soit, hier, je discutais avec le président d'Investir en Finistère. Voilà, on a l'impression de décrocher, quoi qu'il en soit, et que l'État ne fait pas forcément son boulot, notamment en termes d'attractivité au territoire, quand on est d'un bout ou de l'autre de la région. Est-ce un sentiment aujourd'hui justement partagé quand vous voyez les différentes personnes avec qui vous pouvez évoquer ces questions-là aujourd'hui, où il est difficile, on met 3h30 pour venir à Brest quand il faut 1h30 pour aller à Rennes en train, c'est difficile de passer une journée à Paris quand on prend l'avion, les décideurs, les chefs d'entreprise craignent justement aussi un décrochement, alors que vous nous parlez aujourd'hui d'aller vers quelque chose qui va faire en sorte qu'on reconquiert une sorte de nouveau de célib numéro 2 pour avancer. Il y a un risque de décrochage. Le risque de décrochage, il est sur le triangle en fait Rennes, Vannes, Nantes. C'est ça où effectivement il y a une attractivité démographique. Et les flux économiques et les flux démographiques sont plutôt sur ce triangle. Donc en masse, effectivement, il y a des risques de déséquilibre. Après, encore une fois, la messe n'est pas dite. Il y a des territoires extrêmement innovants, extrêmement dynamiques, un peu partout en Bretagne. Donc je pense que il faut se méfier aussi des images un peu loupes. Oui, il y a des risques, effectivement, en termes de projection démographique. Il y a eu des travaux de l'ADEPA qui l'ont très bien montré. Il y a un risque, effectivement, de décrochage démographique de l'Ouest par rapport à l'Est de la Bretagne, mais ça ne doit pas... voilà, il y a toujours eu des tensions. Il y a des territoires qu'on pensait complètement perdus pour l'aménagement du territoire. On peut penser à certaines zones du centre-Bretagne qui aujourd'hui regagnent de la population. Mais la Rennes 164, justement, oui, voilà, donc permet d'accéder. Rien n'est perdu. Et effectivement, il y a des grands outils aujourd'hui d'aménagement du territoire qui sont, notamment la fibre optique, des choses comme ça, qu'il va falloir mener jusqu'au bout et complètement pour donner à tous et tous les outils pour se développer. Est-ce quand vous parlez de cette décentralisation inachevée, justement, vous mettez ça en avant, voilà, on parle du ferroviaire notamment. Je sais qu'il y a des maraîchers qui sont là, du côté de Saint-Paul. Réussir à amener aujourd'hui des légumes sur un gis ou autre, ça commence à avoir un prix, surtout quand on voit le prix de l'énergie qui aujourd'hui augmente. On a l'impression qu'il y a quasiment deux poids, deux mesures, quoi. Et c'est la double peine. Oui. De ce point de vue-là, je crois qu'on n'a pas gagné en outils, on n'a pas beaucoup gagné en outils de développement local ces dernières années. Clairement, pour répondre à des besoins de désenclavement locaux, on aurait besoin d'institutions territoriales plus puissantes. Sauf que la décentralisation à la française, elle a plutôt fragmenté les pouvoirs. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, est-ce que la Bretagne d'aujourd'hui est plus puissante que la Bretagne des années 50 ? J'en suis pas sûr. Daniel, viens à la lumière, c'est toi qui est un mot justement sur cette intervention passionnante, je dirais comme à chaque fois de Romain Pasquier. Oui, merci. Il y a des mots qui ont été dits qui, j'en suis persuadée, résonnent beaucoup dans la tête et dans le cœur de gens des personnes qui participent. Il y a celui de la confiance. Et j'étais en train de me dire, en vous entendant, nous, dans notre activité, on a l'impression qu'effectivement, il y a une perte de confiance en nous. Dans ce que nous on est, dans ce qu'on est capable de faire, la manière de le faire. Et on a sur nos têtes, dans notre quotidien, plutôt une somme de contrôles qui des fois deviennent complètement aberrants, qui sont à l'opposé complet de la confiance. Alors pour moi, la confiance, ça ne se décrète pas, ça se cultive. Et je me dis, on est effectivement dans quelque chose... qui est
est compliqué. Les collègues savent bien à quoi je fais référence. Les contrôles qu'on peut avoir, y compris quand on est à travailler sur des territoires, à résoudre des problèmes importants, sclérosent une partie de l'activité. Donc, j'étais en train de me dire, comment on renverse la table et comment on passe dans quelque chose qui est de la confiance, qui ne veut pas non plus dire que c'est nos contrôles ou mais quelque chose de plus d'assumer collectivement, en effet, et qui nous fait regarder devant et non pas que les contraintes. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Mais ça paraît d'avoir une région sanitairement parlant exemplaire, il paraît. Oui. La complexité du monde social dont je vous parlais au tout début, c'est ça. C'est que pour répondre à un certain nombre d'enjeux sanitaires, ça va être climatiques, etc., on norme. On norme et donc on contrôle. Hein, et donc c'est une bureaucratisation de l'activité, des activités économiques et des activités industrielles, des activités agricoles. Donc effectivement, aujourd'hui, le paysan de 2022, il est beaucoup plus bureaucrate que le paysan de 1962, clairement. Effectivement, je pense que là, on est entré dans un processus quand même d'accélération de la... Mais c'est pas spécifique à l'agriculture, c'est vrai dans le monde social, etc., dans une espèce de tourbillon bureaucratique, de contrôle. Et en même temps, la société est contradictoire sur ces choses-là, parce que les gens veulent être protégés, principe de précaution, donc il faut des normes. Mais, ça fait quand même que c'est très compliqué. Et, donc voilà, donc je pense que vous touchez aux tensions du monde social contemporain, qui veut être toujours plus protégé et en même temps qui subit la conséquence bureaucratique de ce contrôle de ces normes. Alors comment s'en sortir? Je pense quand même qu'en France, on a eu l'art d'empiler un certain nombre de niveaux et de normes qui rendent le champ des organisations particulièrement compliqué. Donc là, j'ai envie de dire, ça dépend des acteurs sociaux, politiques, économiques, qui pourraient, je pense, simplifier un peu parfois le paysage de chacun des secteurs. Déjà, on y verrait, si déjà on voyait un peu plus clair dans le qui fait quoi dans chaque secteur, je pense qu'on aurait fait un premier pas. Ensuite, évidemment, la balle est aussi dans le camp des législateurs. Et Alain Lambert, par exemple, qui est président du Conseil national d'évaluation des normes, s'échine à diminuer le nombre de normes sur chaque texte législatif qui passe à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est scisif, si vous voulez. C'est complètement... Donc là, il y a regardez un texte de loi aujourd'hui et un texte de loi des années 60. Mais le nombre de pages a été multiplié par 10 ou 15. Un texte de loi aujourd'hui, c'est un décret ou un règlement. Tellement c'est précis. Donc là, il y a aussi un problème de confiance. C'est que l'État ne fait pas confiance. Le législateur ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance à quoi? Il ne fait pas confiance à comment la loi va être mise en œuvre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il précise les choses. Et en précisant les choses, il ligote les acteurs qui vont être derrière, qui ne pourront plus faire ce qu'ils veulent. Donc effectivement, une société de confiance, moi me semble-t-il, ce serait des lois beaucoup moins bavardes, et qui laissent une application territoriale beaucoup plus souple. Ce qui ne veut pas dire sans contrôle, mais beaucoup plus flexible et souple. Merci Romain. Parce que je sais qu'il y a des législateurs dans la salle. S'ils veulent réagir, qu'ils réagissent. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alain Glon. Hop. Je vais directement, Alain, t'apporter le micro. Hop. Merci. Oui, je suis de l'ancienne génération, le monde d'avant. J'ai entendu, Romain, vous nous disiez, il faut préserver la confiance pour continuer dans la complexité.
Et si on faisait l'inverse? Et si on simplifiait? Je vais vous prendre un exemple. Nous utilisons de l'huile de tournesol pour mettre dans les chips. Interviennent pour fixer le prix du marché Kuala Lumpur, parce que là-bas on transforme l'huile de palme en carburant. Le Brésil ou l'Argentine, parce que là il y a l'huile de soja. New York, parce qu'on intervient dans la parité monétaire. Rotterdam, parce qu'il faut arbitrer le fret. Or, Mathurin produit de la graine de tournesol à 50 km de chez moi. Pourquoi voudriez-vous qu'on fasse 4 fois le tour du monde? Moi, je sais très bien que si je ne paie pas Mathurin assez cher, au lieu de faire du tournesol, il va faire du blé. Donc, mon point de vue, c'est de dire, retrouvons la simplicité. Et on ne modifiera pas les circuits administratifs. Apprenons à nous en passer. Je prends un deuxième exemple. Le Japon dit, en ce monde extrêmement perturbé, je n'ai que 40% d'autosuffisance alimentaire. Je vais passer à 45% en 2030. Je connais un peu le Japon. Et j'inviterai les Bretons qui ont envie de m'accompagner à ce qu'on aille trouver Marubeni en disant, attendez, nous les Bretons, on va vous faire la nourriture qui vous manque. Le système français nous a privés, au bénéfice de l'Allemagne, Belgique et Hollande, de 10 millions d'estomacs à Paris. Regagnons-les au Japon, privons Paris, ils devront payer le prix. Merci Alain Glon. Alors est-ce que c'était plus un commentaire qu'une question Romain, je vous laisse répondre à ça. Mais... Non, mais effectivement, sur le retour à des circuits courts, sur la première partie de la question, je pense qu'on ne peut qu'être d'accord, mais j'ai envie de dire, c'est aussi un renversement de l'histoire. Nombreux ont été ceux aussi qui se sont lancés à corps perdu dans la mondialisation économique pour des affaires de prix. Hein, faut quand même se le dire aussi. Donc qu'il y ait un retour aujourd'hui effectivement à des productions, à des circuits économiques plus courts, plus sécurisés aussi, ça effectivement, ça peut être un des axes du modèle d'action collective, du modèle de production breton des 30 ou 40 prochaines années. Hein. Ce n'était pas forcément celui des 40 dernières. Hein. Donc moi oui, j'y serais assez favorable. Après, il y a des calculs économiques qui vont rentrer quand même là-dedans, voir si il y a la question de la rentabilité pour certains. Voilà. Alors après, sur les capacités d'exportation, sur les capacités que la Bretagne a eu de fournir certains marchés, la volaille et le marché moyen-oriental, etc., etc. Oui, sans doute. Mais encore une fois, je pense qu'il faut aussi convaincre en France. Il faut aussi convaincre en France, c'est très important. Convaincre en Europe, parce que c'est là aussi où d'une partie de l'avenir du modèle agroalimentaire breton va se jouer. Merci Romain Basquier. Une autre question dans la salle. Surtout, n'hésitez pas. Elisabeth. Oui. Ça doit marcher. C'est bon. Oui, bonjour. Alors, vous nous avez rappelé un petit peu tout l'historique du dynamisme qui s'est créé dans cette région. On fait partie dans la salle d'une issue de ces premiers hommes qui se sont vraiment battus pour la Bretagne. Il y a une deuxième génération qui a complètement suivi. Aujourd'hui, on arrive pratiquement tous en fin d'activité. Quand je regarde un petit peu l'âge moyen de la salle, je dis « oh là !» Mais il y a quelques jeunes aujourd'hui, on l'a vu lors de la remise des prix, c'est eux qu'il faut convaincre demain de faire quelque chose. Parce que l'avenir, il est pour eux. Et quand on parle du Célib des années 60, ce sont des jeunes qui s'étaient pris en charge. Et je crois que c'est là, il faut qu'on leur donne les clés, l'envie, et surtout, oui, vraiment l'envie de faire quelque chose. Mais est-ce qu'on a fait suffisamment les choses pour leur ouvrir les portes et leur expliquer l'enjeu? Je ne sais pas.
Je pense que l'actualité va vous aider. Je pense que l'actualité, qui est une actualité aujourd'hui, mais qui va durer des années, Oui, mais peut vous aider. Je ne sais pas si vous voyez, peut vous aider à mettre en évidence l'enjeu de la souveraineté alimentaire, l'enjeu aussi de la souveraineté énergétique, parce que bien sûr, il y a la production, vous le savez bien, agricole, mais il y a aussi la diversification des activités agricoles. Alors, mais c'est là qu'il faut aussi l'engagement. Alors, quand on a dit engagement des personnes qui ont créé tout le dynamisme de la Bretagne, ça veut dire qu'ils ont pris du temps, ah oui, hein, de l'énergie. Ça c'est sûr. C'est ça qu'il faudrait qu'on retrouve aujourd'hui et qu'on aide ces personnes-là aussi. Mais aujourd'hui, on a des exploitations qui demandent de plus en plus de temps de travail. Il y a moins de disponibilité pour autre chose. Et puis tout ce qu'on a dit précédemment sur toutes les normalisations, les normes, etc., n'aide pas non plus. Non, vous avez raison. Et puis on trouve des personnes qui sortent du lot et puis qui entraînent d'autres. Et puis voilà. Non, vous avez raison. Et puis prendre aussi en compte que la société change, que l'engagement dans les années 50, vous ne le retrouverez pas de la même manière aujourd'hui. Voilà, des jeunes qui s'installent, ils vont vouloir prendre des vacances, ils vont vouloir faire un certain nombre de choses qu'effectivement leurs parents ou leurs grands-parents n'ont pas fait. Donc là, il y a sans doute aussi une nouvelle vision du métier et de l'engagement à inventer, même si c'est déjà en train de s'inventer. Oui, ça change aussi une civilisation qui change, qui évolue, une société qui change et qui évolue. Mais évidemment, les jeunes, on voit sur les actions des challenges communication, ils sont là, ils sont présents, ils sont déjà là. Donc évidemment que ça va suivre. Il faut leur donner les moyens. Dominique. Daniel. Voilà, j'en perds mon lapsus révélateur. j'ai rien dit, moi. Non, je suis persuadée, effectivement, et c'est des discussions qu'on a souvent avec Elisabeth, je suis persuadée qu'il y a beaucoup d'énergie, en particulier dans le monde agricole, beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, c'est vrai que nous, on va aussi faire l'effort, parce que je pense que c'est à nous de le faire, de rajeunir nos différentes organisations, nos différents lieux de gouvernance. C'est à nous d'y veiller. Donc, tout à l'heure, le conseil d'administration qui va se réunir le fera. Et c'est avec un grand plaisir en plus. Merci Daniel. Merci Romain Pasquier. On peut vous applaudir.